Il y a une question un peu d'actualité qui est venue. Est-ce que tu as, toi, des conseils là, hypnotiques ou non, j'imagine plus hypnotiques, pour aider à la gestion des angoisses en cette période de confinement? Alors, des angoisses Et du en coup. séance en plus en général, hein, mais c'est la question faisait référence aussi au confinement. Donc. Donc des angoisses, oui, si les angoisses sont liées au confinement, bon, bon, évidemment qu'il y a toutes les réponses possibles hors hypnose, du genre, bah, identifier qu'est-ce qui m'angoisse le plus, et voilà, Oui. mettre en place. D'ailleurs, une petite réponse hors hypnose, mais qui est pas totalement sans lien. Je trouve intéressant d'apprendre à s'auto-manipuler, dans le sens aussi à savoir quels sont les ancrages qui existent déjà chez moi. Alors, on peut demander à une personne, souvent je le fais, non pas si souvent que ça, en fait, pas assez souvent probablement, demander à la personne de faire une liste. Par exemple, une liste en deux colonnes où il y a dans une première colonne, alors c'est pas forcément, il n'y a pas forcément beaucoup d'entrées dans la colonne de gauche, on va dire, mais ça peut être des émotions. Par exemple, joie, euh, calme, tristesse, colère, etc., etc. Et dans la colonne de droite, par exemple, je vais lui demander de mettre des morceaux de musique ou des musiques, des chansons qui, si la personne les écoute, ça peut lui procurer cette émotion-là. Et donc, dans la colonne en phase de joie, par exemple, il peut y avoir un ou deux ou trois morceaux de musique. Si je les écoute, je suis presque sûr que je peux pas les écouter sans ressentir de la joie, quoi. Ça va m'évoquer quelque chose. Colère, pourquoi pas, être capable de savoir quels morceaux me mettent en colère. D'ailleurs, pas forcément juste des morceaux qui évoquent la colère, mais ça peut être un morceau qui me met en colère parce que ça me rappelle quelqu'un qui m'énerve, ou c'est parce que les paroles me scandalisent. Donc si j'écoute ça, ça va m'agacer, parce que c'est de la merde, je supporte pas ça, et ça va me mettre en colère. Donc il y a probablement des morceaux de musique qui peuvent me créer cet effet-là, qui peuvent m'ennuyer, par exemple l'ennui, ça peut être intéressant, la rêverie, le calme. Et finalement, je me rends compte que si je veux provoquer telle ou telle émotion chez moi, bah, j'ai qu'à appuyer sur ce bouton-là, c'est-à-dire j'ai qu'à prendre cette musique-là et l'écouter, et je peux m'auto-manipuler. Alors on peut le faire avec des musiques, on peut le faire avec des images, la personne peut collecter des images qui correspondent à une émotion, et si je regarde cette image pendant 5 minutes, c'est sûr que je vais ressentir telle émotion. Si je regarde la photo d'un bébé qui sourit, est-ce que je vais pouvoir rester triste ou sérieux ou colérique pendant longtemps? Alors ça dépend des personnes, évidemment. Ça peut être des images personnelles, des photos, etc. Mais ça peut être aussi aller chercher sur Google Images, des photos qui me provoquent quelque chose. Et donc identifier qu'est-ce qui me provoque quoi. Après, ça peut être aussi des compagnies, des personnes dont la compagnie me provoque ça ou ça. Mais c'est pas mal, quand je le fais faire à quelqu'un, j'aime bien le laisser sur un canal, peut-être un canal ou deux canaux éventuellement, musique et images, voilà, un truc très simple et très clair. Euh, et comme ça permet derrière, eh bien finalement, dès que je sens que je vais pas bien, j'ai ce truc. Alors, vous allez me dire, mais la personne elle le sait qu'elle ferait bien d'écouter de la musique qui l'apaise. Oui, mais le fait de le savoir de façon abstraite, sans que ça soit passé par un exercice où je l'ai écrit, et le truc qui est affiché derrière ma porte, etc., fait que j'y pense pas forcément. En réalité, je suis là en train de me sentir mal pendant 2 heures, sans avoir recours à aucun médicament naturel de ma vie quotidienne qui me font d'habitude me sentir bien. Par exemple, écouter une musique que j'aime bien, ou relire un livre que j'aime bien, une poésie, je sais rien, ou regarder une série, pourquoi pas, enfin n'importe quoi. Alors justement, on peut voir aussi quels médicaments on souhaite se donner. Je dis médicaments au sens métaphorique, bien entendu. Par exemple, si ça se trouve, je peux me dire, bah voilà, bouffer un pot de Nutella, ça peut me procurer de la consolation, mais écouter cette musique aussi. Et je souhaite privilégier le fait d'écouter cette musique par rapport au pot de Nutella. Donc voilà, ça permet aussi de faire des choix dans cette auto-manipulation. Ça, c'était un truc un peu en dehors de l'hypnose, mais parce qu'il y a déjà un ancrage hypnotique, il y a déjà donc étudier déjà ses propres conditionnements pour s'auto-manipuler. Rien que la démarche elle-même est déjà une démarche qui fait qu'on est beaucoup moins dans le fait de subir l'émotion. Certes, elle arrive et je ne peux rien. Voilà, elle arrive, c'est trop tard. Mais une fois qu'elle est là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux encore agir dessus. Ensuite, ça c'est une chose. Ensuite, pour l'hypnose, donc au moment où je me sens... Bah alors déjà, on peut faire des séances d'hypnose. On peut contacter quelqu'un qui va faire des séances d'hypnose à distance, et ça c'est une bonne chose à mon avis, puisqu'il y a quand même une valeur ajoutée à être accompagné par la voix de quelqu'un d'autre, je pense. Mais sinon, on peut faire de l'auto-hypnose, tout simplement. Enfin, c'est la réponse. Quoique, en fait, en le disant, je me dis oui, mais non, si la personne se sent mal, en général, c'est pas forcément le meilleur moment, le meilleur contexte
pour commencer à se mettre à l'auto-hypnose. Mais disons que je vous encourage à vous y mettre ou à inviter les gens à s'y mettre justement et à s'y entraîner au moment où ça va. Au moment, pas attendre le soir quand ils sont fatigués, plutôt prendre un temps le matin pour s'y entraîner. À n'importe quelle méthode d'auto-hypnose, celle qui marche avec eux, il y en a des millions, enfin il y en a des centaines. Et pour que, au moment où ils en ont besoin, à ce moment-là, il puisse y avoir recours, qu'ils aient déjà cette compétence, que ce muscle, en quelque sorte, dans leur cerveau soit déjà suffisamment musclé pour pouvoir compter dessus. Je dirais qu'il y a quand même des choses, dans beaucoup de cas, beaucoup d'approches qui permettent de calmer les pensées passent par le fait de garder les yeux ouverts et de regarder quelque chose. C'est pour ça que ça peut être pas mal de le coupler avec une image agréable que je vais mettre devant moi et je vais la fixer. Ça va éviter de fermer les yeux trop tôt. Ensuite, je vais pouvoir fermer les yeux dans un second temps, mais c'est bien de garder les yeux ouverts, fixés sur un point, et de se concentrer sur la respiration, évidemment. Toutes les méthodes à base de respiration. En fait, l'émotion, l'anxiété va être accompagnée d'une respiration. C'est un des symptômes, on va dire, de cette anxiété, et un des symptômes majeurs, puisque la respiration conditionne toute la... Enfin, les poumons prennent une très grande place dans le corps, et ont une très très grande importance, et une incidence très grande sur tout l'ensemble de l'état émotionnel. Donc c'est vrai que si je brise cette respiration, en prenant une artificielle, que ce soit les respirations de la cohérence cardiaque, que ce soit le fait de chanter une chanson, enfin peu importe, je prends une respiration qui ne correspond pas au pattern naturel de cette émotion. Et au bout d'un certain temps, ça va pouvoir un peu casser cette émotion-là d'une certaine façon. Donc il y a ça, sinon, c'est un peu délicat de répondre sur le fait... alors sinon, je vais faire un peu la même réponse que j'ai faite tout à l'heure sur le bruxisme. C'est qu'il y a cet aspect... je me sens mal, et là je cherche des choses qui vont m'apaiser, alors que je me sens déjà mal. Et il y a l'aspect travail de fond. Donc si une personne se sent mal durant cette période de confinement, alors il faut voir déjà si elle habite avec 10 personnes dans 15 mètres carrés, il y a peut-être des raisons concrètes et physiques, mais si a priori, les conditions font qu'elle a quand même des raisons d'y arriver, d'autres y arrivent, mais elle se sent mal, c'est peut-être que ça vient justement activer une claustrophobie ou d'autres peurs, ou même une peur de l'avenir, une peur de mourir. Il y a des tas de peurs qui sont en effet ici, qui se révèlent à ce moment-là. Et il faut faire un travail habituel comme on fait d'habitude sur les peurs, quoi. C'est-à-dire identifier ces peurs-là, voir dans quelle mesure est-ce qu'elles sont raisonnables. Par exemple, la peur de mourir du fait, ou de tomber malade, ou de mourir ou de souffrir, on va dire, du fait d'un virus qui est inconnu et qui nous menace, etc. Cette peur-là, dans une certaine mesure, si on ne l'a pas assez, on risque d'être imprudent et de ne pas respecter les règles de prudence. Donc il y a un degré de peur, au-delà duquel ça serait excessif et contre-productif, en fait, je vais me sentir mal pour rien. Il y a un degré de peur au-dessous duquel je risque d'être un peu désinvolte, un peu imprudent, et finalement de ne pas prendre les précautions qu'il faudrait. Et il y a le degré de peur exactement parfait pour permettre d'avoir un comportement parfaitement approprié, ce qu'on appellera de la prudence. Et donc arriver à identifier quel serait ce degré de peur qu'il faudrait arriver à conserver pour qu'on n'appelle même pas ça de la peur, que ça soit normal, que ça soit en tout cas normal de ressentir ça, et que ça soit pas une gêne particulièrement. Et puis éventuellement essayer, négocier d'une certaine façon avec l'inconscient pour ramener cette réaction émotionnelle à ce niveau-là. Éventuellement, évidemment, s'il y a des croyances, si la personne a entendu ou bien pendant cette période, ou bien il y a longtemps, et que ça ressurgit à ce moment-là des idées que de toute façon, dans sa famille, on a toujours tombé malade et qu'on est toujours mort d'une maladie, et que elle ne fera pas exception à ça, enfin, quelle que soit la croyance qui peut traîner là et avoir une influence là-dessus, augmenter ça, ça peut être intéressant c'est pas que ça peut être intéressant, c'est qu'évidemment il va falloir probablement la recadrer, c'est-à-dire faire en sorte que cette croyance n'ait plus tellement d'influence sur cette personne, qu'elle puisse y substituer ce qu'elle pense rationnellement et raisonnablement être vrai. Il y a également un autre truc, juste une petite chose. Oui. Les influences extérieures. Parfois, on peut se couper des influences extérieures. Par exemple, on peut avoir une personne toxique. À chaque fois qu'on l'a au téléphone, elle nous dit « Oui, tu te rends compte, tu comprends, on va tous mourir, etc. » Oulala, à chaque fois, on en ressort avec une angoisse. Bon, parfois, on peut dire « Je vais l'appeler moins souvent, et puis voilà, c'est tout. » Puis parfois, on peut pas vraiment trop. Ça peut être quelqu'un de très proche, ou ça peut être quelqu'un qui est sous notre toit. Donc ça peut être aussi intéressant de faire un travail sur une sorte de
d'effet de bulle de protection qui fait que ben voilà, je sais que cette personne est comme ça, je sais qu'elle a ses peurs, je sais que je vais les entendre, je sais qu'elle va me les formuler, je sais qu'elles vont rentrer à l'intérieur de mon oreille, que ces vibrations sur les cils de mon oreille vont donner lieu à une interprétation en termes de son, qui va donner lieu à une interprétation en termes de sens à l'intérieur de moi, que je vais les entendre, que je vais comprendre ce qu'elle veut dire, mais je ne suis pas obligé que ça aille ensuite jusqu'à une appropriation. Je ne suis pas obligé de m'approprier ses peurs. C'est pas parce que cette personne a peur de ça que moi je suis obligé de l'avoir. Donc on peut faire un travail sur une sorte de dissociation, une sorte de distance comme ça, qui permettent que j'entends ce qu'elle me dit, mais pour autant moi je reste avec mon propre niveau de calme. Et au contraire d'ailleurs, quand on a une personne très calme devant nous, ça peut nous agacer et nous rendre anxieux. Et quand on a une personne très stressée, c'est parfois l'occasion au contraire de prendre le rôle de la personne sage, qui a vraiment un contrôle sur la situation et qui maîtrise bien les choses. Voilà, quelques pistes, il y aurait beaucoup à dire. N'hésitez pas dans les questions à spécifier, même s'il y a un cas que vous avez en tête ou si c'est vous, à donner quelques détails. Vous pouvez vraiment poser des questions un petit peu détaillées si vous le voulez, comme ça peut-être je peux répondre encore plus dans le thème, on va dire. Pour rester dans le thème des angoisses, des peurs, il y avait une question justement au niveau de l'accompagnement des phobies simples, toi. Est-ce que tu restes plus sur la phobie en elle-même ou tu as tendance à aller gratter pour chercher une peur qui est plus profonde qu'elle protégerait? On peut gratter si vous voulez, enfin voilà, peur de quoi de toute façon. Si on gratte derrière chaque peur, on va finir par arriver à la peur de mourir, puisqu'en réalité la peur c'est un mécanisme qui est issu de millions d'années d'évolution, et quand je dis de millions, c'est même bien avant même le début de notre espèce, donc c'est même plus que ça. Donc il faut avoir moi je trouve que c'est toujours utile d'avoir une vision évolutionniste des choses, puisque c'est la réalité. C'est une fonction qui est là. Elle n'est pas là par hasard. Si elle est là, c'est probablement qu'elle a été privilégiée par l'évolution, par la sélection naturelle, parce que c'était une adaptation, c'est quelque chose qui a permis à certaines personnes de mieux survivre. Et en effet, la peur en général, sont des acquis. En réalité, vous voyez par exemple, une personne qui n'a pas assez peur du vide va se pencher en haut du ravin et probablement tomber, et c'est peut-être pas elle, si elle le fait trop tôt, c'est peut-être pas elle qui va avoir une descendance et qui va donner lieu aux générations futures. Alors que la personne qui a peur du vide va rester à 1 mètre du ravin et va pas mourir et va pouvoir diffuser ses gènes d'une meilleure manière. Donc ça, à l'échelle de millions d'années, ça donne que la peur du vide va plutôt rester, va plutôt être la norme. Donc c'est pas un problème, la peur n'est pas un problème, elle est une capacité pour survivre. Et il faut quand même considérer qu'il y a de fortes chances que l'excès de peur, c'est-à-dire l'excès de protection, se surprotéger, ne pose pas de problème pour l'évolution, contrairement au défaut. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas assez peur du vide, on a dit, il tombe, mais quelqu'un qui a trop peur du vide, il va trop se protéger, mais c'est pas grave. Ça risque de passer dans les générations futures. Donc à la limite, il vaut mieux être presque trop anxieux, trop prévoyant. On voit ça chez la plupart des animaux qui ne dominent pas leur chaîne alimentaire. Par exemple, le lion peut dormir pendant 20 heures en haut de sa butte, comme ça, il n'est pas très menacé, il s'en fiche un peu. Par contre, beaucoup d'herbivores, mais pas que des herbivores, tous les animaux qui ne dominent pas leur chaîne alimentaire, en général, passent la plupart de leur temps au taquet, très 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 vigilants. Parce que, évidemment, ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne sont pas très réactifs, ceux qui ne sont pas capables de bondir, d'aller se cacher, ou d'attaquer très rapidement, etc., ceux qui vont se laisser aller dans un sommeil trop profond, une trop grande torpeur, ils font pas long feu, donc c'est en général pas eux qui ont été sélectionnés. Donc la peur, elle a cette fonction-là. Ce qui fait que derrière chaque expression, ensuite, il y a plein d'expressions, il y a plein de transferts, ça se transfère sur plein de choses, etc. Donc c'est pas toujours évident au premier abord, mais si on cherche bien derrière, il y a toujours une fonction de survie, ou presque toujours une fonction de survie, ou d'échapper soit à la mort, soit à la douleur, à la souffrance. Mais même si on voit, indirectement, même quelqu'un qui va avoir peur du ridicule, par exemple, d'une certaine façon, on peut le ramener aussi à une sorte de fonction de survie. Donc en grattant, on va toujours trouver des trucs, surtout que par exemple là, je donne cette explication-là, et forcément si je l'ai en tête, en grattant, je vais probablement la trouver. Si j'ai une autre explication et que je dis que c'est toujours la peur de je sais pas moi, la peur de l'abandon, alors ça revient au même, mais bon, je vais toujours trouver ça. Donc le problème de gratter, c'est qu'il y a de grands risques de tomber sur ce qui confirme notre propre théorie. Mais bon, c'est intéressant, cela dit.
Mais je trouve qu'avec les phobies, ça peut quand même être intéressant d'être un peu mécanique et d'avoir une vision un peu terre à terre. Ok, la personne vient me voir en me disant par exemple j'ai une phobie des mouches. Donc quand je vois une mouche, j'ai une attaque, voilà, j'ai une crise. C'est physiologique quand cette personne elle voit une mouche, c'est-à-dire quand le signal arrive jusqu'à ses yeux et est traité par son cerveau, à ce moment-là se déclenche dans son cerveau tout un ensemble de réactions qui vont aller jusqu'à son corps et créer les symptômes, souvent les symptômes de la fuite en fin de compte, c'est-à-dire la sudation, l'accélération du cœur, l'agitation, etc. Donc A, je vois une mouche, déclenche B, toute une réaction en chaîne dans le cerveau et puis dans le corps. Et qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que A ne déclenche plus B. Elle dit, on s'en fiche, on n'est même pas obligé de substituer à B d'autres choses, on n'est même pas obligé de créer A déclenche C, A déclenche D, elle veut juste que A ne déclenche plus B. Or, on va me dire, oui, mais là, tu travailles du coup pas sur la cause. Ben si, la cause, c'est A. La cause, pour quelle raison est-ce que la personne a peur des mouches? Ben parce qu'elle en voit. Alors, on peut chercher l'origine, mais l'origine, c'est pas la même chose que la cause. Et avec les phobies, je trouve que c'est quand même assez intéressant de travailler sur simplement, voilà, qu'est-ce que la personne ne veut plus, et de faire en sorte de déconditionner ça purement et strictement. Et si ça ne suffit pas, et si ça ne fonctionne pas, ou si ça ne suffit pas, en ce cas-là, aller voir si ça ne cache pas quelque chose, une réalité plus complexe, etc. Mais souvent, c'est pas le cas. Souvent, il y a eu un apprentissage à un moment donné, par exemple dans l'enfance. Un jour, cette personne a vu un film où il y avait une mouche géante qui bouffait quelqu'un, et puis dans son cerveau d'enfant, il y a une petite graine qui s'est posée, et puis elle a commencé à avoir peur. Ça peut être un événement, comme ça peut être une multitude d'informations, ça peut être plein de choses. Et pour une raison ou pour une autre, son cerveau a appris que, mouche égale danger. Mouche égale possibilité d'en mourir. Donc il faut s'en protéger. Il y a quelque chose au présent qui surestime le danger, qui voit quelque chose et qui panique, qui se dit « Oula, mais ce truc-là peut nous tuer, donc il faut fuir ». Bon, il faut en réalité, quelque part, grâce à l'hypnose, aller contacter cette partie-là, lui dire « Attends, pose-toi, écoute-moi 2 secondes. Est-ce que vraiment, réfléchis, regarde, qu'est-ce qu'une mouche? Réfléchis à ce qu'est une mouche. Ah oui, bon. Réfléchis à ce qu'est la personne. Oui. Est-ce que réellement, il y a la possibilité d'en mourir, des mouches? Non? Bon, d'accord. Alors, quelle réaction serait la plus... Là, je caricature un peu, mais en gros, c'est ça. C'est dire à cette partie-là, quant à... Est-ce que réellement, c'est judicieux de déclencher B? Et souvent, à ce moment-là, il y a une sorte de remise en question, on rebat les cartes, et il y a une réaction différente qui est créée. Et très souvent, ça suffit. Évidemment qu'il y a une cause. La cause a été le moment de l'apprentissage. Mais en réalité, ce qui nous importe, c'est de travailler sur ce qui se déclenche au présent. De toute façon, on n'a pas de machine à remonter dans le temps. Donc on n'ira pas dans le passé, on ne changera pas le passé. On ne peut changer que le présent, pour changer l'avenir, on va dire, on peut que changer ce qui se passe au présent. Après, pour ce faire, pour changer le présent, on peut utiliser une métaphore qui va être une mise en scène de l'origine. Par exemple, je peux lui dire, j'aimerais que vous vous voyiez enfant et que vous regardez ce film, mais vous allez faire une pause à un moment donné, vous allez vous adresser à l'enfant et vous allez lui dire « Ne t'inquiète pas, c'est rien, ce n'est qu'une fiction ». Mais en réalité, je n'ai pas changé la cause, j'ai juste utilisé ce qu'on imagine être l'origine, on n'est même pas sûr, hein, pour que ça ait de la gueule, pour que ça soit plus personnalisé, pour que ça soit plus parlant pour la personne. Mais en réalité, c'est toujours le même truc, elle arrive avec A déclenche B, elle veut plus que A déclenche B, on fait un truc au milieu, il y a plein d'options. On peut faire un truc, par exemple, basé sur l'origine. Bon, on peut faire des tas d'autres choses. Et à la fin, on vérifie si A déclenche plus B. D'ailleurs, dès que vous avez l'occasion de vérifier. Faites un test avant. Si par exemple une personne vous dit j'ai une phobie des mouches, soit vous en avez une sous la main, soit vous lui dites ok, pensez à une mouche. Fermez les yeux et pensez-y. Qu'est-ce que ça vous fait? Et taquinez-la jusqu'à ce que vous ayez un échantillon de la réaction. Oh, je suis pas très à l'aise. Ok. Vous faites l'exercice, quel que soit l'exercice que vous le faites faire. Après, vous retestez. Très bien, maintenant, pensez à nouveau à une mouche, qu'est-ce que ça vous fait? Ah maintenant que vous le dites, c'est plus pareil. D'ailleurs, souvent, on va avoir une personne qui dit « Ah, j'arrive plus à y penser. Ah, j'arrive plus à me refabriquer l'image de tout à l'heure. » Mais pas toujours, et puis parfois on voit que c'est pas suffisant. Mais c'est ce qui nous permet de voir qu'en réalité, on n'a souvent pas besoin d'aller gratter des trucs en profondeur, des significations, des symboliques sur les phobies. Franchement, les symboliques, à mon avis... j'ai pas remarqué, moi, dans ma pratique, que des symboliques étaient l'interprétation, oui, la mouche signifie ci, signifie ça. Je pense en tout cas que les phobies, c'est... Je dirais même, vous savez, on parle beaucoup de l'hypnose pour arrêter de fumer ou pour perdre du poids. Parce qu'on a fait beaucoup de publicité là-dessus, je pense, à un moment donné.
Mais dans les faits, je pense que si l'hypnose devait être retenue pour une chose, pour laquelle elle est particulièrement efficace et pertinente, ça serait probablement tout ce qui est, on va dire, de l'ordre des peurs, mais en particulier les phobies spécifiques. Mais pas que les phobies spécifiques, hein, les phobies, parce que phobie, c'est un terme très générique qui comprend beaucoup, beaucoup de réalités très différentes. Une phobie sociale, une claustrophobie, une phobie des araignées, une arachnophobie, etc. C'est pas du tout, finalement, c'est pas les mêmes choses. Et je dirais même, par exemple, l'homophobie, c'est encore complètement différent. Donc le mot lui-même est très vague. Mais tout, à partir du moment où on a une personne qui réagit face à quelque chose en se surprotégeant, c'est-à-dire qu'il y a une part d'elle qui estime que c'est un danger, mais de manière excessive, inappropriée, et qui du coup peut être même nuisible, au lieu de la protéger, ça peut même au contraire lui nuire, et bien à ce moment-là, en général, l'hypnose est quand même vraiment, vraiment très efficace, à condition de prendre les choses avec une certaine simplicité, d'une certaine façon, à mon avis. Voilà mon avis sur cette question. Je ne sais plus si c'était exactement la question, mais c'est ma réponse. Voilà. C'était c'était savoir si tu allais chercher une peur plus profonde derrière la phobie qui était annoncée au départ. Alors après, juste une petite chose, ça me fait penser, Ouais. par exemple, on dit souvent, et moi j'ai été un de ceux qui disaient beaucoup ça, par exemple, mais la phobie de l'avion... à quoi que j'ai une réponse à donner en plus à ça quand même. Mais en tout cas, je faisais partie de ceux qui disaient beaucoup, par exemple, la phobie de l'avion, ça peut être plusieurs choses. Pour une personne, ça peut être une claustrophobie. On peut voir si elle a aussi une peur dans les ascenseurs quand ils tombent en panne, etc. Ou ça peut être autre chose. Je pense que ce qu'on peut aller chercher derrière, c'est l'action éventuellement quand elle n'est pas formulée. C'est toujours intéressant de ramener ça à l'action, enfin au verbe. On n'a pas peur de l'avion, on a peur de quoi? La plupart des gens qui ont... Enfin, je fais une généralité, je fais un exemple, mais si une personne elle me dit j'ai peur de l'avion, en réalité elle a peur de quoi? Elle a probablement peur de mourir dans un crash d'avion. C'est ça la véritable formulation. Elle n'a pas peur de se faire... je sais pas, de se faire tondre les cheveux par un avion. Enfin, vous voyez, c'est pas ça le truc. Donc c'est intéressant. Par exemple, si une personne me dit j'ai peur des araignées, c'est que j'ai peur de tomber malade ou de mourir d'une piqûre d'araignée, probablement, quelque chose comme ça. Donc, est-ce que c'est judicieux? Est-ce que c'est pertinent ou pas? Dans quelle mesure? Et dans quelle mesure réagir à ça? Mais ça peut être un truc à aller chercher, une formulation qui soit en termes de... Plus précise. Ouais, de quoi vous avez peur? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Ouais. J'ai peur des... Si quelqu'un vous dit, par exemple, j'ai peur des... Moi, j'ai peur des chiens, ok. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Que le chien me morde, ok, mais en quoi ça nécessite une réaction aussi vive? Je sais pas, s'il pourrait me mordre au visage, par exemple, ou à la gorge, et je pourrais même en mourir. Ah bon, donc ce qui vous fait vraiment peur, c'est de mourir c'est assez trash ce que je dis, mais bon, on parle de choses, on parle de danger de protection, donc forcément... On est dans les phobies, de voilà, toute façon. donc, mais que, en fait, vous pourriez, des suites d'une agression par un chien, ou bien perdre votre visage, ou bien avoir des lésions à vie, ou bien en mourir même. Oui, d'accord. Et puis ça permet d'ailleurs même, bon là c'est hors dehors de l'hypnose, mais ça permet même d'identifier, de poser la question derrière, ok, quel chien pourrait être susceptible de vous faire porter cette menace-là? Et rien que de poser cette question, de présupposer qu'il y en a pour lesquels en réalité, oui, c'est peut-être légitime de se méfier, et d'autres non, déjà c'est un premier recadrage intéressant. Donc on peut aller chercher, ce qu'on pourrait aller chercher derrière, on va dire, c'est une formulation réelle de quoi est-ce que vous vous protégez exactement? Quel pourrait être le scénario que vous évitez grâce à cette phobie?